Les forces russes ont avancé vers l'autoroute de Dobropilia-Kramatorsk, donc dans l'oblast de Donetsk, qui s'empare de positions dans les colonies voisines pour soutenir de nouvelles opérations offensives. Car, d'après Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, les Russes n'en restent donc pas là et continueraient à avancer. Avec nous, le général Nicolas Richoux. Merci beaucoup, mon général, d'être avec nous aujourd'hui en direct sur LCI. Vous êtes mon général ancien commandant de la 7e brigade blindée. On va vous montrer cette carte qui est très parlante. D'abord, la carte de Donetsk, pour que les gens qui nous regardent puissent comprendre de quel oblast il s'agit. On va déjà bien pouvoir la localiser. Voilà où se trouve Donetsk. Juste au-dessus, ce n'est pas à vous que je vais l'apprendre, bien sûr, Pokrovsk. Nous allons donc zoomer sur Pokrovsk pour comprendre dans notre seconde carte les avancées en pince de la Russie. Que se passe-t-il précisément à Pokrovsk? Pourquoi cette pince? Quelle est la stratégie, mon général, russe? La stratégie, elle est très classique chez les Russes, c'est de vouloir encercler la ville pour la faire tomber, comme ça s'est passé ailleurs, à Bakhmout, etc., ou bien à Mariupol. Donc, en fait, ce sont les pinces, ce qu'on appelle le chaudron. Ça n'a pas été inventé par les Russes, ça a été inventé par les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui ont fait 3 énormes chaudrons pendant l'été 1941 et ont pris quelque chose comme 5 millions de prisonniers. Donc, les Russes ont bien retenu la leçon et aujourd'hui ont bien compris que pour faire tomber une ville comme Pokrovsk, qui reste un nœud ferroviaire, routier, etc., important, eh bien, il faut encercler la ville. Alors, effectivement, c'est assez préoccupant de voir qu'ils ont progressé de 10 km vers le nord, donc en direction de Dobropilia, qui n'est pas prise. Mais l'autoroute Dobropilia-Kramatorsk, lui, est coupée pour le moment. Ce sont des axes logistiques qui sont assez importants. Et donc, il va falloir maintenant voir ce que va donner la situation dans les heures et dans les journées qui vont venir. Ça n'est pas une percée du front, mais c'est assez préoccupant, suffisamment préoccupant pour que les Ukrainiens aient fait venir la fameuse brigade Azov en renfort, qui est leur brigade d'élite, et donc qui est sur le front maintenant pour essayer de stopper l'avance russe. Mon général, on revient vers vous dans un instant parce qu'on va se connecter avec Kiev. Sur place, nous avons nos 2 envoyés spéciales, Marianne Kotonov et Marine Truchot, qui est donc derrière la caméra. Marianne Kotonov, que vous disent les Ukrainiens sur le front? Est-ce que vous nous confirmez cette avancée? Alors, on ne parle peut-être pas de percée, mais vous allez nous dire ce que vous avez entendu, vu sur le terrain, en russe, dans cette oblast, qui est, on le rappelle pour les gens qui nous regardent, cette ceinture forteresse ukrainienne depuis 2014. Là, de toute façon, oui, si c'est pas une percée, en tout cas, c'est une grosse brèche, parce que, en fait, les Ukrainiens attendaient plutôt la percée vers l'est, et là, elle est arrivée de l'ouest, du nord-ouest de Dobropilia. La route qui mène jusqu'à Kramatorsk et jusqu'à Konstantinivka est coupée, ce qui veut dire que si les Russes continuent leur percée par l'ouest comme ça, eh bien, il va y avoir de gros problèmes logistiques, de gros problèmes également de communication. Et puis, ce que nous disent les militaires sur le front, c'est qu'en fait, la défense ukrainienne est complètement désorganisés. Ils ont vraiment été pris par surprise. C'est pour ça qu'il y a une telle avancée de 11 km en 24 heures et qu'en fait, il faut complètement se réorganiser et envoyer des réserves qui sont du côté de Soumy, du côté de Kharkiv, les envoyer tout de suite là afin d'essayer de colmater cette brèche, parce que le problème, c'est que si ça continue par là, eh bien, c'est la route ouverte vers Poltava. Et là, à ce moment-là, les militaires ukrainiens nous disaient que ça peut être une avancée à ce moment-là de plusieurs centaines de kilomètres carrés par jour, exactement comme ça s'est passé tout au début de la guerre. Donc les Ukrainiens prennent ça très au sérieux et dans le Donbass, je vous assure que tous les retours qu'on a des militaires, c'est qu'il y a une grosse inquiétude. Merci beaucoup Marianne Kotonov avec les images de Marine Truchot en direct de Kiev. Christine Dugouin-Clément, tout à l'heure vous nous expliquiez sur ce plateau que oui, c'était une avancée, qu'il fallait être très prudent en utilisant le mot percée. Vous pouvez nous expliquer, nous réexpliquer pourquoi? Oui, parce que en fait, j'ai expliqué ça par rapport à la structure de la ligne d'affrontement. Ce que l'on a, c'est qu'on n'a pas un front comme on pourrait l'imaginer dans les meilleurs films de science-fiction ou de reconstitution, avec quelque part des lignes de fortification avec des hommes qui seraient quasiment au coude à coude. On n'est pas sur cette structure-là, déjà notamment parce que ça aurait un coût en termes de ressources humaines colossal, mais on va avoir différents éléments avec un maillage de points qui sont tenus d'avant
avancée de groupes, notamment des groupes qui vont utiliser des drones. Donc selon le type de drone, on va être sur 15 plus répétiteurs ou 20-25 km sur du petit drone. Donc ça permet aussi de complexifier très fortement l'arrivée. On a des zones qui sont minées, ce qui complexifie aussi le déplacement, puisque évidemment vous n'avez pas forcément de plan de mine. Donc ce que l'on a pu voir depuis un certain temps, c'est une modification notamment dans l'approche russe, qui utilise beaucoup moins des blindés très lourds. D'ailleurs, il y avait des pertes qui étaient extrêmement importantes et une difficulté à remplacer un pour un, mais des petites unités beaucoup plus rapides, beaucoup plus mobiles, avec du quad, avec de la moto, qui se déplacent sur des groupes de 2, 4, 5 hommes et qui essayent de passer très 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 rapidement ces lignes, si vous voulez. On voit comment ça marche. Ils sont donc à moto. Oui, et qui essayent de passer derrière, si vous voulez, les points de contrôle ukrainiens. Mais il y a des limites quand on passe à moto. Ah ben, vous avez une casse qui a été assez importante. Cela dit, vous aurez moins de pertes si vous envoyez des petits groupes de 2 à 5 que si vous envoyez des groupes avec du véhicule lourd. Donc on a changé d'approche, si vous voulez, mais depuis plusieurs mois. Le principe, si vous voulez, est d'arriver à passer derrière les lignes, à se mettre dans un point potentiellement protégé, relativement enterré, quel qu'il soit, et derrière, si vous voulez, 2 points en point, et ben d'arriver à faire se rejoindre derrière les points qui sont tenus par les Ukrainiens. Et c'est là où c'est assez dangereux, on était plusieurs à en parler à un moment, c'est que ça peut vous créer ces petits points, pour reprendre l'idée de... Alors, je sais pas si on peut parler d'une piqûre, mais vous avez tous eu ce principe quand on va prendre une épingle sur une carte et on les pique les unes après les autres. Absolument. Et après on va rejoindre d'une épingle à l'autre. Et ça fait une bascule de territoire qui va être assez importante d'un seul coup quand on y arrive. Parallèlement à ça, ce sur quoi travaille la Russie, c'est à perturber très fortement les lignes logistiques ukrainiennes. Ça veut dire l'approvisionnement en matériel, ça veut dire l'approvisionnement nécessaire vivrier pour les hommes, et de limiter la capacité de rotation de ces unités-là, donc de les fatiguer. Et dans la même approche, d'essayer d'affaiblir ce principe-là, puis de pouvoir d'un seul coup réussir à faire ces bascules-là. Ce qui fait que, évidemment, d'un coup, vous avez cette grosse avancée. Là où on a un souci, et où je rejoins l'inquiétude, c'est qu'effectivement, on va avoir des points qui ont une importance plus forte, plus tactique, si ce n'est stratégique, parce qu'on aura des nœuds logistiques. Donc, le nœud logistique, ça veut dire que vous avez une possibilité de l'utiliser, mais que vous bloquez l'utilisation. Vous arrivez sur une autoroute, et ben, au lieu de passer à travers champs, là encore, on est sur du temps sec, mais avec du temps miné, où vous allez avoir des embûches qui ont pu être mis, vous prenez un principe d'autoroute. Point désagréable, quand vous êtes sur une autoroute, c'est particulièrement à vue. Donc ça permet d'utiliser du drone, ça permet d'utiliser de l'artillerie, voire de l'aviation. Mais néanmoins, c'est quelque chose que l'on voit depuis le début de la guerre, la maîtrise des nœuds logistiques, des nœuds ferroviaires, de ces points-là, et cette approche-là qui risquait d'amener à ces bascules de territoire. La question, c'est comment les Ukrainiens effectivement se recomposent. Est-ce qu'ils arrivent à recasser, à refaire le jeu inverse? Dans quelle mesure est-ce que ces bascules de territoire sont tenues par des petits groupes isolés, potentiellement fatigués ou pas, ou par des groupes structurés qui permettent d'avoir un renfort? Voilà, on a beaucoup de questions. C'est toute la question qu'on ignore à l'heure actuelle. Et sur laquelle, moi, je n'étends pas dessus, on voit juste les images effectivement qui nous parviennent, avec des Russes qui mettent des drapeaux russes sur plusieurs villages de cette oblast. Mais il est évident qu'on va en plus les mettre particulièrement au moment auquel on se parle. Bah oui, parce qu'on négocie vendredi 15 août. On négocie en Alaska. Un drapeau fût pendant quelques heures sur un tas de ruines ou un village désert n'a pas nécessairement une valeur stratégique écrasante. Corollaire de la démonstration de Christine à l'instant, je viens de voir passer un message de l'armée ukrainienne qui est une sorte de mise en garde par rapport à l'idée sur laquelle les Russes aujourd'hui contrôleraient le secteur Dobropila-Pokrovsk. Ils insistent sur le fait que c'est plus une tactique d'infiltration, donc comme ça vient d'être dépeint à l'instant, donc de petites unités, même pas d'unités, de commandos, qui créent cette impression, ce qui ne signifie absolument pas, évidemment, que je nierais le fait que l'armée russe a plutôt le vent dans le dos en ce moment dans ce secteur. Petite remarque, là aussi, en contrepoint de ce qui vient d'être dit, il y a un phénomène qui confirme l'évolution tactique décrite à l'instant, c'est que les pertes russes en termes de blindés, et le général Richoux y sera évidemment sensible, c'est l'homme de l'art ici, ont considérablement diminué. On estime que la moyenne était d'une centaine, voilà environ un an, moyenne mensuelle. Bon. Parce que drones, mines, etc. Et en juin-juillet 2025, on est descendu à peu près une vingtaine.
parce que les Russes, précisément, engagent moins de moyens blindés, puisqu'ils ont d'autres manières de harceler les Ukrainiens et de tenter de couper leurs lignes d'approvisionnement et de communication, et que par ailleurs, ils sont eux aussi très exposés aux drones ukrainiens. Donc tout ça, effectivement, semble dessiner un schéma tactique relativement cohérent. Mon général Richoux, vous qui êtes toujours avec nous à distance et en direct sur LCI, en quoi est-ce que ce qui est en train de se jouer dans ce point névralgique aujourd'hui ukrainien est intéressant dans la temporalité, alors que ce sommet russo-américain ou américano-russe, les deux marches, va arriver le 15 août prochain, qui approche donc très 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 vite en Alaska. Est-ce que c'est le moment de peser sur l'échiquier pour mieux négocier ? Bien entendu, je pense effectivement il y a un forcing. Je crois que la Russie, qui est quand même en déséquilibre économique, qui consacre 40% quasiment de son budget à la défense aujourd'hui, a besoin de résultats assez rapides, et de résultats assez rapides avant le 15 août. Et bien entendu, ce qui est intéressant, c'est que la Russie a toujours dit qu'elle revendiquait les oblasts qu'elle a annexés de facto, non pas de jure, mais de facto à la République de Russie. Donc les 5 oblasts. Et donc elle fait effort depuis plusieurs mois sur Pokrovsk, on l'a vu, c'est l'effort principal, il est au centre, qui est à peu près conquis à 70-75%. Et donc elle veut absolument aligner la ligne de front sur les frontières administratives de l'oblast, et tous les kilomètres qu'elle prendra d'ici le 15 août, bien entendu, ira dans le sens de son narratif que l'oblast de Donetsk lui appartient, bien entendu. Alors, il faut quand même rester prudent. Moi, je suis assez d'accord. Les infiltrations, etc., c'est une tactique assez habile, mais c'est une faiblesse. C'est-à-dire qu'il y a assez peu d'hommes sur le terrain. Ça veut dire qu'ils ont quand même pas la capacité énorme de tenir le terrain. Là, pour ça, il faut vraiment du lourd pour pouvoir tenir le terrain, pour avancer dans la durée. Donc, en revanche, effectivement, la crainte, c'est que ça produise un effet de panique, c'est-à-dire que ça désorganise, comme ça a été dit, les lignes ukrainiennes, qui voient effectivement des petits hommes verts s'infiltrer un petit peu partout, combien même sur le plan quantitatif, ça ne fait pas grand-chose. Alors effectivement, maintenant il y a le corps Azov qui est en phase 2, on va voir ce que ça donne dans les jours qui viennent, mais la situation, il faut le dire, effectivement, est préoccupante aujourd'hui pour les Ukrainiens, et surtout dans la perspective d'une négociation dans 2 jours à laquelle visiblement ils sont même pas invités. Donc on risque de vouloir négocier dans leur dos, et ça c'est assez vraiment problématique, et ça a été condamné notamment par le président Macron et l'Union européenne.